je vais commencer donc aujourd'hui par vous présenter un topo sur ce qu'est un périmètre de conso, qu'est-ce qu'on fait, donc tous les éléments de cours autour de la consolidation. Alors, je vais vous présenter je vais vous partager le fichier euh, qui doit être dessus. Il est là. C'est au début. Donc, vous voyez hein, que j'aurai toujours en fait le thème, puis la partie. Donc là, je suis sur travaux préliminaires et définition du périmètre de conso, et après fiche 1. Donc, vous aurez en fait toujours ce petit rappel de ce qu'on est en train de faire. Donc, pas de panique. Donc, dans un premier temps, donc cette fiche, elle est très, très notionnelle. C'est normal, on va juste la lire ensemble et la commenter ensemble, mais il n'y aura pas grand-chose de technique. Donc, dans un premier temps, donc, quel est le cadre de la consolidation? Euh, Qu'est-ce qu'on appelle un groupe? Donc, le but hein, de la consolidation, c'est de présenter des comptes de groupe. Par exemple, vous avez une entreprise avec plusieurs filiales. Il faut savoir que ça va assez vite hein, d'avoir plusieurs filiales. Il suffit que vous soyez un groupe avec ah ben, je vais prévoir une filiale qui va gérer les investissements, une filiale qui va gérer tel truc, etc., etc. On peut très très vite avoir plusieurs entreprises. Donc, dans ce cas-là, on va devoir présenter des comptes conso. Définition de groupe. Donc, dans un premier temps, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition de groupe dans le droit français. Euh, Qu'est-ce qu'un groupe dans le droit français? C'est pas défini en tant que tel. Par contre, dans le code de commerce, on dit que le groupe, c'est l'ensemble des entreprises qui sont incluses dans le périmètre de conso. C'est-à-dire que c'est la société mère plus toutes les filiales qui sont incluses dans le périmètre de conso. Toutes les sociétés qui sont incluses dans le périmètre de conso. Donc, vous voyez que la définition de groupe, c'est ça. Si je peux, c'est M plus les sociétés. Voilà la définition qu'on a. C'est une définition qui est très indirecte, je trouve. Le groupe n'a pas d'existence juridique propre. Donc, on ne peut pas, par exemple, attaquer un groupe pour ci ou ça. On attaque une entreprise, une société, parce que les sociétés ont la personnalité juridique. Donc, je fais un petit peu de droit, on a besoin de façon de droit. Elle n'a donc pas la personnalité morale. La seule fois où le droit va indiquer la notion de groupe, c'est pour ce qui est des plans de sauvegarde de l'emploi. Ça, c'est la seule exception. Dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi, donc des plans sociaux, hein, il est indiqué que vous devez essayer comment dire, de trouver un emploi à vos salariés que vous pensez licencier dans un premier temps à l'intérieur de votre groupe. Donc de faire du sorte de reclassement de salariés. J'ai pas le terme juridique parce que je suis comptable, bref. De reclasser en tout cas vos salariés à l'intérieur du groupe de manière à ce que ce ne soit pas des licenciements secs. Donc si vous avez un groupe et que dans les sociétés du groupe, vous avez de la place, eh bien vous êtes dans l'obligation de proposer cette place. Voilà. C'est la seule fois où il est fait mention de groupe. Voilà, donc voilà ce que vous devez retenir sur c'est quoi le groupe. Il n'y a pas de définition en tant que tel. Ensuite, deuxième chose, quelle est la différence entre une filiale et une participation? On va parler de filiale lorsque on a plus de 50% de droits de vote et enfin, c'est assez. Moi, je considère que la filiale, c'est lorsqu'on a plus de 50% des droits de vote. Et on va parler de participation lorsque le pourcentage est compris entre 20% et 50%. Alors, il faut faire attention. On va considérer qu'il s'agit de titres de participation si on détient plus de 10%. Vous vous souvenez hein, de vos cours de compta à pro. Sauf que on ne va inclure dans le groupe que si vous détenez plus de 20%. Et à partir de ce moment-là, on considérera que vous avez une influence notable.
Voilà. Donc, en résumé, le groupe est composé de l'ensemble des sociétés qui ont chacune une existence juridique propre, mais qui sont liées directement ou indirectement par des participations financières, donc par des liens financiers. Donc, la problématique qui va se poser, c'est bah, quelle entité j'intègre dans les comptes conso. Donc, bien sûr, il y a des règles théoriques qui font que eh bien, j'intègre parce que la règle me dit d'intégrer. Après, il y a quand même une marge de manœuvre. Donc, ça, il faut le savoir aussi dans les entreprises. Donc, est-ce que je vais privilégier l'image fidèle? Est-ce que je vais privilégier une stratégie de communication? Quand je vois par exemple Renault-Nissan, ben, Nissan est considéré, on considère que Renault n'a que 20%, enfin Renault n'a pas 50% de Nissan, donc elle ne contrôle pas de manière exclusive Nissan, et du coup, c'est pas intégré de manière globale. Euh, bon, la question peut se poser de savoir si vraiment euh, Nissan contrôle ou pas, par exemple. Bon, on verra ce genre de choses au fur et à mesure. Ensuite, les différents types de participation. Donc ça, c'est très important. Cette partie-là, en fait, ça va être notre fil rouge pendant tout le cours de conso, y compris sur cette partie 4. Donc le vocabulaire que je pose dans ce grand B est très, très important puisque je veux que quand je parle de participation directe, vous sachiez de quoi je parle. Quand je parle de participation indirecte, vous sachiez de quoi je parle, etc., etc. Donc on parle de participation quand M, la société mère, détient une participation directement dans F. Donc M a des titres à acheter, des titres de participation chez F. On va parler de participation indirecte si M achète des participations de F1 et qui elle-même détient des participations chez F2. Donc M, on va considérer qu'elle a une participation indirecte chez F2. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une participation indirecte. Ensuite, on va dire que M, on va parler de participation réciproque. Si M a une participation chez F1, qui a ensuite, et F1 a aussi une participation chez F2. Donc, on va parler de participation réciproque. Il faut que vous fassiez attention à la notion d'autocontrôle. Qu'est-ce que j'appelle l'autocontrôle? Si M détient plus de 50% de F1, ça veut dire qu'elle contrôle F1. Du coup, on considère à ce moment-là que M contrôle les décisions de F1. Et si F1 détient des titres de M, bah finalement, on considère que c'est M qui contrôle ses propres titres. Par exemple, F1 va avoir des droits de vote. Mais si c'est M qui contrôle F1, bah du coup, elle contrôle ses propres droits de vote. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'autocontrôle. Et ça, c'est assez dangereux parce que si F1 détient énormément de titres de M, eh bien, on considère que bah, il n'y a plus les actionnaires de, de M, les actionnaires en tout cas minoritaires de M, n'auront plus voix au chapitre. N'auront plus voix au chapitre parce que ben, finalement, le dirigeant contrôlera lui-même ses propres décisions. On ne pourra plus le révoquer. Parce que si F1 a beaucoup de parts et que c'est F1 qui vote pour savoir si on révoque ou pas le dirigeant, bah, il pourra plus être, il est indéboulonnable. Donc c'est hyper dangereux comme situation. Et donc à ce moment-là, s'il y a autocontrôle, on va considérer on considère que les droits de vote attachés à F1 sont nuls. Donc F1 ne pourra pas voter. Donc on va dire qu'ils sont déchus de leurs droits de vote. Alors attention, ce n'est pas systématique. Si M détient 40% ou 30% de F1,
Il n'y a pas d'autocontrôle. C'est seulement si M détient plus de 50%. Donc attention à ça, hein. Ne me mettez pas de l'autocontrôle dès qu'il y a du réciproque. Et tant qu'il n'y a pas d'autocontrôle, il n'y a pas de... les titres de F1 sont déchus de leur droit de vote. Attention, ça c'est un piège assez classique. Ensuite, sur la participation circulaire, donc c'est M qui détient les titres de F1, qui détient des titres de F2, et F2 détient des titres de M. Alors, je vais essayer de faire la flèche. Insertion. On va essayer de se faire une petite flèche. Essayons ça. Ouais. Je suis pas fan de la flèche, quoi. Voilà. Sur M. En fait, il faudrait remonter ça, mais ça ne veut pas trop remonter. Bon, vous m'avez comprise. Est-ce que je peux descendre ça ou pas? Non, il ne veut pas trop descendre. Bref, M détient des titres, F2 détient des titres de M. Donc, ce qu'on appelle une participation circulaire, c'est quand à un moment donné, ça va remonter. D'accord? On a M qui détient F1, qui détient F2 et F2 qui détient M. Donc, il faut que la boucle, en fait, elle remonte. Tant que la boucle ne remonte pas, ce n'est pas circulaire, à ne pas confondre. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Voilà pour les différents types de participation. Ensuite, sur le cadre réglementaire. Fishben, la nouvelle prépa en ligne du moment dans le domaine de la comptabilité au contact des étudiants. En moins de 2 ans, avec un taux global de réussite avoisinant les 80%. Plus de 200 étudiants ont validé leur diplôme. Cela est rendu possible par nos professeurs ayant chacun plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Chaque formation qu'ils prennent en charge contient des modules de cours vidéo interactifs. Évolution des modèles d'organisation. Polycopiés de cours, fiches de cours, livrets d'exercices corrigés et des examens blancs. Des formations intensives en direct pour chaque matière. L'entraînement intensif en direct permet de consolider vos connaissances, déterminer les notions qui vous posent problème et d'y remédier. Notre pédagogie innovante, la théorie pratique, approche éducative qui marie théorie et pratique vous permet d'assimiler chaque notion en un temps record. Objectif, 100% de réussite. Inscription possible dès maintenant sur formation.fishben.fr. Sur l'obligation d'établir des comptes consolidés, donc là, vous avez l'obligation d'établir des comptes consolidés si le groupe dépasse 2 des 3 seuils suivants. Donc voilà les seuils, ça il faut apprendre. Par contre, autre petite remarque, ça c'est des petits pièges, on ne va retenir dans le calcul des seuils que les entreprises qui sont soit sous contrôle exclusif, soit sous contrôle conjoint. Ça veut dire que toutes celles qui sont en influence notable, moins de 20%, entre 20 et 50%, ne seront pas prises en compte. Ça, il faut, pareil, c'est des petits pièges, je vous laisserai relire. Sur les cas d'exception et des cas d'exemption, quand est-ce que vous dépassez les... à quel moment vous n'êtes pas obligé, donc il y a des exceptions à ce qu'on vient de dire. Donc, premier cas d'exception. Donc, les cas d'exception, c'est au niveau de la filiale. Lorsque vous avez acheté les titres, donc vous avez acheté plus de 20% des titres, donc on a l'impression que vous êtes en influence notable dessus, qu'il faut les intégrer dans le périmètre de conso, mais en fait, vous avez prévu de les vendre, ces titres, c'est des VMP. Vous avez prévu de les vendre à court terme. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de les intégrer. Deuxième cas d'exception, lorsqu'il existe des restrictions sévères et durables. Donc ça, le mot sévère et durable, restriction sévère et durable, il faut l'apprendre par cœur. C'est lorsque le pouvoir que vous exercez sur la filiale est remis en cause. Vous n'arrivez plus à exercer votre pouvoir sur la filiale. Donc, 2 cas,
qui est assez connu. Lorsqu'il y a un pouvoir politique en place dans l'État où vous avez mis votre filiale qui fait que vous ne pouvez plus décider vous-même et que c'est l'État qui est un État dictatorial ou autre qui va prendre les décisions à votre place, donc pas de possibilité de prendre des décisions. Ou alors, légalement, votre filiale est mise sous redressement judiciaire et du coup, c'est pas vous qui prenez les décisions, mais ce sera un mandataire judiciaire. Dans les deux cas, lorsque vous perdez votre pouvoir ou lorsqu'il y a impossibilité de rapatrier de la trésorerie, puisque le but c'est aussi ça, hein, c'est de rapatrier la trésorerie de vos filiales, eh bien dans ce cas-là, on va considérer qu'il existe des restrictions sévères et durables. Autre chose, autre exception, donc c'est des questions de cours qui tombent souvent ça, hein. Lorsque l'intégration dans le périmètre représente un intérêt négligeable ou nécessite des coûts excessifs. Lorsque c'est une toute petite comment dire, une toute petite filiale et qu'au final, bah, ça ne vaut pas vraiment le coup de l'intégrer ou que bah, pour l'intégrer, vous allez avoir des coûts très très importants au regard de l'information qui va être apportée, eh bien, on a le droit de ne pas l'intégrer. Donc, vous voyez qu'il y a un côté un peu subjectif dessus. Donc, c'est là où je vous dis qu'il y a une petite marge de manœuvre dans l'établissement des comptes conso. Il faut justifier tout simplement que l'intérêt est négligeable au regard des coûts excessifs que ça inclut. Et puis, il y a aussi l'histoire des délais. Donc, l'histoire des délais, on est dans la même chose. C'est que, en fait, si vos filiales vous remontent leurs comptes sociaux, parce qu'en fait, les filiales vont remonter les comptes sociaux au niveau de au niveau de la société mère, et la société mère, en fait, va additionner l'ensemble des comptes des filiales pour présenter des comptes conso. C'est un peu ça, hein, les comptes conso. Vous additionnez les comptes sociaux, les bilans et les comptes de résultats de l'ensemble de vos filiales. C'est simpliste, mais on va dire que l'idée est là. Bien sûr, si jamais c'était aussi simpliste, mon cours de conso en 10 minutes, il serait fait, il dure 20 heures. Donc vraiment pour vous dire. Euh, donc voilà. Des fois, le temps que les filiales vous remontent l'info, il va se passer 10, 15 mois. Il va se passer 10, 15 mois. Je suis peut-être un peu marseillaise sur les bords. Il va se passer, allez, 6 mois. Et vous avez des exigences de délai vis-à-vis de vos actionnaires qui sont qu'il faut les présenter rapidement. Donc, si vos filiales vous les remontent pas en temps et en heure et que du coup, vous n'avez pas le temps de les intégrer, on va également tomber dans ça, dans ce cas d'exception. Maintenant, pour les cas d'exemption. Donc, pour les cas d'exemption, il y a 3 cas d'exemption. Donc, si vous ne dépassez pas les seuils, ça, c'est au niveau du groupe. Si le groupe ne dépasse pas les seuils, il est exempté de présenter les comptes conso. Ensuite, si vous êtes vous-même contrôlé par une société mère, par exemple, F1 a 3 filiales ici, mais F1 est contrôlé par une société mère. Ça veut dire que F1, en tant que sous-groupe, n'a pas l'obligation de présenter des comptes conso puisque M le fait pour elle. Donc M va présenter des comptes conso pour ces 6 sociétés et du coup, euh, comment dire, euh, ça exempte F1 de faire ses comptes consolidés. Et enfin, troisième cas, c'est lorsque les actionnaires ne s'y opposent pas. Voilà. Si vous êtes un tout petit groupe et que vous êtes 3 actionnaires et que les actionnaires vous disent non, mais nous, on n'a pas besoin d'avoir les comptes conso, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà pour les 3 cas d'exemption. Alors, cas d'exception, cas d'exemption, j'ai beaucoup lu dessus. Je sais, j'ai eu du mal à savoir ce qu'était une exception, ce qu'était une exemption. Moi, au final, les cas d'exception que j'ai trouvés, c'était au niveau d'une filiale et les cas d'exemption étaient plutôt au niveau du groupe. Donc, moi, j'ai mis ça comme ça. Mais il y a encore comment dire, des confusions. Et honnêtement, j'ai lu tout et son contraire. Donc, vous n'hésitez pas, si on vous pose une question sur des cas d'exemption ou des cas d'exception, récitez tout. Récitez tout, récitez les 6 cas. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a au moins les points. Parce que si on vous dit les cas d'exemption et que dans le corrigé, on vous parle des cas d'exception, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un corrigé. On dit quelles sont les exceptions et que dans le corrigé, on mette les exemptions. Je veux dire, enfin, honnêtement, j'ai posé la question à un prof de droit et il savait pas non plus, pour vous dire la vérité. Donc, ça a l'air un peu mystérieux tout ça. Apprenez tout, mettez tout comme ça. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, sur les dates de clôture et les dates de certification.
En CRC, voilà. On va mettre en ANC 2001, 2001, 2000, ah, 2021. Je vais y arriver. La date de clôture, c'est celle de la société mère. On peut y déroger sous réserve de pouvoir le justifier. En norme IFRS, la date de clôture, c'est toujours celle de la société mère. Il n'y a pas possibilité d'y déroger. Et en conséquence, les filiales doivent préparer les comptes individuels à la date de clôture de la société mère. Et s'il s'agit, par exemple, vous, en tant que société mère, vous préparez vos comptes au 31-12 et que vous avez une filiale qui, elle, fait ses comptes au 30 juin, j'en sais rien, mais il faut que la filiale vous présente des comptes au 31-12 N, de manière en fait à ce qu'elle envoie ses comptes à la société mère au 31-12 N, et il faut que ces comptes intermédiaires ou ces situations intermédiaires soient certifiés. Voilà. Pour ce qui est de la certification des comptes conso, ben, ils vont suivre les mêmes seuils que ce que je vous ai énoncé plus haut. Il faut 2 commissaires aux comptes et les CAC des filiales, des sociétés filiales sont libérés de leur obligation de secret professionnel. Ils peuvent communiquer avec le CAC des comptes consolidés pour leur donner des informations. Voilà pour la certification. Et ensuite, pour le processus de consolidation, eh bien, normalement, au niveau du groupe, il va falloir déjà préparer l'organigramme, c'est-à-dire quelle société de la filiale on va intégrer, quelle société de la filiale on ne va pas intégrer. Donc ça, c'est une des premières choses que l'entreprise fait, c'est-à-dire établir son périmètre de consolidation et déterminer quelle est la méthode de consolidation qu'on va appliquer. Donc ça, ce sera la première chose qu'on va faire également ensemble. Ensuite, chaque société transmet ses comptes sociaux à la société mère. La société mère récupère l'ensemble de ses comptes, les retraite. Alors, il y a les retraitements d'harmonisation. Par exemple, les sociétés filiales ne font pas les mêmes méthodes de comptabilité que vous. On n'a pas les mêmes méthodes comptables. Donc, il va falloir harmoniser les comptes. J'en sais rien. Vous utilisez vos contrats à long terme. La société mère veut que vous les enregistriez selon la méthode de l'avancement et la filiale les fait selon la méthode de l'achèvement. Il va falloir retraiter les comptes pour qu'ils soient en fait additionnables. Parce que si chacun fait comme il veut, ben, les comptes ne sont pas harmonisés. Vous ne pouvez pas additionner des choses qui ne sont pas harmonisées. Donc, il va falloir harmoniser, donc remettre tous les comptes comme s'ils étaient faits selon les méthodes de la société mère. Ensuite, vous éliminez les postes qui sont doubles. Une fois que c'est additionné, une fois que c'est additionnable, vous les additionnez. Une fois que c'est additionné, vous éliminez tout ce qui est en double, donc ce qu'on appelle les opérations réciproques. Il y aura également la conversion des comptes en monnaie étrangère. Voilà. Et une fois que les comptes sont additionnés, eh bien, on va les cumuler. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, hein, j'ai déjà dit. On va éliminer les opérations réciproques et on va partager les capés. On peut peut-être même mettre, ça c'est bon, on va partager les capés. D'accord? Donc ça, ce sera ma quatrième partie. Et une fois que c'est fait, on présente des états financiers consolidés. Donc si vous suivez également un cours de finance, eh bien vous savez que vous avez une analyse des comptes consolidés. Donc voilà ce qui sera fait dans cette partie-là. Donc, cette première fiche de mise à jour de notions introductives est terminée. Et sur la prochaine fiche, je vais commencer à vous présenter donc, le périmètre de conso en tant que tel, c'est-à-dire calculer des pourcentages de contrôle, calculer des pourcentages d'intérêt et déterminer ce qui entre ou pas dans le périmètre de consolidation. Merci, à tout à l'heure.